À Tenko, le vent ne portait pas que la poussière. Il charriait le poids d'un pays qui refusait encore de plier, malgré des routes vides et des marchés éteints. Sans fanfare ni discours, un homme avança au milieu des rangs, et sa seule présence recousit la distance longue entre le gouvernement trop lointain et des soldats fatigués par des années de veille. En 2025, sous le soleil rude du Sahel, Ibrahim Traoré devint pour beaucoup le visage concret d'une renaissance patiente, faite d'ordre sobre et d'actes visibles. Dans la chaleur et la poussière, un drapeau usé retrouva un battement têtu, et une nation releva la tête. Dans ce calme brûlant, une promesse prenait forme. Le pays n'avait pas seulement besoin d'une victoire, mais d'une raison de continuer à se battre. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'enjeu dépassait la guerre. Il s'agissait de prouver qu'un État africain pouvait se reconstruire sans attendre la permission du monde. Chaque village repris représentait une preuve vivante, chaque puits restaurait une phrase nouvelle dans le récit de souveraineté. Le risque était immense, l'épuisement, les sanctions, les frontières fermées, mais la récompense l'était davantage. Retrouver la dignité d'un peuple qui choisit de se tenir debout. Les soldats le savaient, les volontaires aussi. La bataille ne visait plus seulement la terre, elle visait la mémoire. S'ils échouaient, la blessure du Sahel deviendrait définitive. S'ils tenaient, le Burkina Faso prouverait que l'indépendance n'a jamais été un don, mais une pratique. Et quelque part dans la poussière, le pari prenait racine, transformer la survie en renaissance. La révélation vint sans tambour ni discours. Le front oriental, que l'on disait perdu, tenait encore. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques avaient frappé la région d'Akimbe, provoquant la mort de 150 civils et soldats, mais la ligne n'avait pas cédé. Dans la poussière, un drapeau rapiécé continuait de flotter, soutenu par ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Les marchés, vidés depuis 2 ans, rouvraient peu à peu. Les enfants riaient dans les ruelles. Les femmes retournaient aux champs avec des mains tremblantes. La reconstruction commençait avant même que la guerre ne s'éteigne. Ce moment, les observateurs étrangers ne le virent pas, mais pour les habitants, il signifiait que la peur reculait d'un pas. Et, au-dessus de ce frémissement, un nom circulait sur toutes les lèvres. Ibrahim Traoré. Sa visite sur le terrain, sans protocole ni caméra, rétablit un lien effacé depuis des décennies, celui entre l'État et le peuple armé de courage. Dans une tente de commandement, les cartes étalées sur une table métallique dessinaient la fusion du militaire et du civil. Défendre et rebâtir dans le même souffle. Des routes sécurisées, des puits à reconstruire, des écoles à rouvrir. Autant d'objectifs notés au crayon, signe d'un réalisme né de la poussière. Pour la première fois, la reconstruction et la défense étaient un seul et même acte. Les soldats comprirent que leur lutte dépassait la guerre. Elle portait la croyance qu'un pays, aussi meurtri soit-il, peut renaître par ses propres moyens. Ce fut la mini-révélation de Tenko. La souveraineté commençait non dans un palais, mais dans un camp couvert de sable rouge. Et, ce jour-là, le cœur du Burkina Faso battit à nouveau sous la poussière. Dans cette séquence de redressement, les visages des héros restaient sans nom, mais leurs gestes parlaient. Parmi eux, un officier du VDP, ancien instituteur, coordonnait la remise en marche des écoles et la sécurisation des routes. Son histoire résumait celle du pays. Enseigner le matin, défendre le soir, reconstruire la nuit. Chaque puits rouvert, chaque salle de classe repeinte devenait un signal. Sous l'œil d'Ibrahim Traoré, ces initiatives locales furent élevées au rang de politique nationale. La défense par la reconstruction, la paix par le travail. Les premières semaines, le contraste frappa. Là où régnait la peur et le silence, des rires revinrent, fragiles mais vrais. Des enfants jouaient entre les murs brûlés, des femmes réapprenaient à moudre le mil. L'économie, minuscule, recommençait à respirer. Troc, marché, ateliers de réparation. Ce n'était pas encore la prospérité, mais c'était la vie. Et, dans ce mouvement, les volontaires se virent autrement, non comme supplétifs, mais comme bâtisseurs. Leur rôle n'était plus de tenir la ligne, mais de rouvrir l'avenir. Cette transition, discrète mais puissante, transforma la perception du conflit. L'État, autrefois distant, devenait un voisin. Les soldats redevenaient citoyens, et les citoyens redevenaient le socle d'un État. Ce fut l'effet immédiat, presque intime, de la nouvelle doctrine. Une nation commençait à se voir debout, et non plus en attente d'un sauvetage. Et c'est là que tout changea.
Le courage ordinaire devint politique d'État. Tout commença avant l'aube. Le convoi avançait sans bruit, le moteur étouffé sous les couvertures de sable. Dans la nuit de Tenko, l'air vibrait du bourdonnement des drones construits par des ingénieurs burkinabés, leurs lumières rouges dessinant d'un ciel de veille. Sur le terrain, les unités régulières se mêlaient aux volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, ces civils formés 14 jours à peine, mais animés d'une foi plus solide que l'acier. Leur devise murmurait « Si nous ne le faisons pas debout, personne ne le fera. » Tabil Tomiyama. Cette nuit-là, les ordres étaient simples. Reprendre les hauteurs à l'est de Tenko, libérer 3 villages coupés du pays depuis des mois. Ibrahim Traoré, posté dans un avant-camp, suivait la progression par radio. Il n'y avait ni caméra, ni discours, seulement des coordonnées et des voix. Puis, à 0427, le premier tir résonna. Le silence se brisa. Les VDP avançaient, pieds nus sur la terre qu'ils avaient cultivée jadis. À travers la brume, les soldats réguliers reprenaient le relais. Les insurgés se dispersèrent. La ligne se reforma. Au lever du soleil, le drapeau national flottait de nouveau sur les toits calcinés d'Akambé. À midi, 3 camps ennemis étaient tombés. Des routes stratégiques, vitales pour les convois, furent dégagées. La voix d'un jeune opérateur retentit sur les ondes. Nous nous battons pour le droit au retour. Will meet must part. 7 mots, mais dans quelques heures, ils devinrent un hymne. De Ouagadougou à Zabré, la phrase circula comme un mot de passe. La guerre reprenait un sens humain. Les radios locales la répétèrent, les marchés la fredonnèrent. À la tombée du jour, la contre-offensive avait rétabli la liaison entre 6 localités isolées. 30 blessés, plusieurs morts, mais des centaines de civils retrouvés. Les analystes étrangers restaient prudents, parlant de succès fragiles. Pourtant, au Burkina Faso, la perception était tout autre. Ce n'était pas une bataille gagnée, c'était un peuple relevé. Et dans chaque pas, chaque ordre, chaque silence, se dessinait une même idée. La liberté n'est pas donnée, elle se regagne. Le soir, en quittant le poste avancé, Ibrahim Traoré se retourna vers les collines de Nakambé. Il vit les feux des bivouacs, les silhouettes penchées sur les cartes, les chants discrets. C'était cela la victoire. Pas un cri, mais une respiration retrouvée. Et dans la poussière, le pays apprenait à marcher de nouveau. Le lendemain de la contre-offensive, les chiffres tombèrent entre février et mai 2025. Selon le ministère de la Reconstruction, 72% du territoire était revenu sous contrôle national. Ce n'était pas une proclamation, c'était une mesure confirmée par les cartes des observateurs civils. 3 mois plus tôt, la proportion n'atteignait que 48%. Ce glissement de 24 points représentait, à lui seul, plus de 2 millions de vies revenues sous l'autorité de l'État. La différence entre avant et après se voyait partout. Marchés rouverts, puis réparés, classes réouvertes. Chaque village récupéré n'était pas une victoire militaire, mais une donnée tangible, un indice de retour à la normalité. Le nombre de puits restaurés illustrait cette logique. 300 en activité au milieu de 2025, contre 45 6 mois plus tôt. Chaque pompe réinstallée signifiait 50 familles ayant de l'eau potable à moins d'1 kilomètre. Cette progression, Ibrahim Traoré l'avait exigée comme priorité nationale. Dans les mêmes rapports, le ministère notait 40 nouvelles écoles construites, parfois par les VDP eux-mêmes, souvent sur les ruines des anciennes. Les chiffres semblaient modestes au regard de l'immensité du territoire, mais leur valeur était symbolique. Chaque brique posée équivalait à un acte de souveraineté. L'économie suivait la même pente. Les coopératives agricoles, 5 en tout, employaient déjà plus de 3000 personnes dans le coton, la noix de cajou, l'or et la transformation alimentaire. L'objectif annoncé, doubler cet effectif d'ici 1 an. La logique produire pour se libérer remplaçait progressivement la dépendance à l'aide étrangère. Un indicateur simple traduisait ce basculement. Les importations de produits de base avaient diminué de 18% en 6 mois, pendant que la production locale augmentait de 22%. Le delta était inédit, mesurable et durable. Les analystes internationaux y virent une renaissance par la statistique. Mais pour le gouvernement, c'était une question de cohérence. Si la souveraineté s'enseigne, elle se prouve par des nombres. Ibrahim Traoré le répétait, chaque route rouverte est un battement de cœur restauré.
Les chiffres ne servaient pas à convaincre l'extérieur, mais à maintenir la discipline du progrès intérieur. Pour chaque donnée publiée, un témoin local devait confirmer sur le terrain. Ainsi, le récit du Burkina Faso s'écrivait non seulement en mots, mais en unités de mesure, puits, écoles, coopératives, hectares. Et dans cette précision naissante, une conviction s'ancrerait. La reconstruction n'était pas une promesse, mais une équation que le pays avait décidé de résoudre lui-même. Les débats ne manquèrent pas. Certains analystes étrangers décrivirent d'Ibrahim Traoré comme un homme fort, un chef militaire qui concentrait trop de pouvoir sous couvert de réformes. D'autres, au contraire, virent en lui l'architecte d'un modèle africain inédit, une reconstruction fondée sur la production locale et la cohésion communautaire. Les deux lectures semblaient s'opposer, mais chacune portait une part de vérité. Les premiers mettaient en garde contre les dérives possibles, contrôle des médias, centralisation des décisions, alliances tactiques avec des partenaires extérieurs non démocratiques. Leur argument principal, toute révolution nationale court le risque de se transformer en autocratie autoritaire. Les seconds répondaient que le Burkina Faso n'avait pas choisi l'isolement, mais l'autonomie, nuance essentielle. La souveraineté, disait-il, n'est pas un repli, c'est la capacité de définir ses propres priorités. Entre ces deux pôles, la réalité avançait. Le gouvernement publiait ses chiffres, ouvrait ses chantiers, et les VDP continuaient à mêler reconstruction et défense. Les critiques occidentales évoquaient des sanctions. Les partisans répondaient par des puits creusés, des champs replantés, des écoles rouvertes. Les faits, eux, restaient mesurables. Le progrès matériel existait, et la population le voyait. Dans les capitales étrangères, certains diplomates reconnaissaient discrètement l'efficacité du modèle burkinabé. À Washington, un général à la retraite le formula simplement. Vous n'aimerez peut-être pas sa méthode, mais il fait ce que l'Amérique fit en 1776, se lever et dire assez. Cette phrase, reprise sur les réseaux, cristallisa la ligne de fracture, autorité ou autodétermination. Le débat, en vérité, dépassait le Burkina Faso. Il interrogeait le droit d'un peuple à redéfinir la liberté en des termes qui lui appartiennent, et dans cette confrontation d'idées, Ibrahim Traoré demeurait calme, convaincu que la plus grande force d'une nation réside dans la constance de sa foi collective. La révélation, cette fois, tint en une seule phrase. Nous apprenons à respirer. 8 mots prononcés lors d'une inspection à Tenko, mais qui résonnèrent comme un manifeste. Ibrahim Traoré ne parlait plus de guerre, mais de rythme, celui d'un pays qui réapprend à vivre à son propre tempo. Dans les rues de Ouagadougou, les grues de chantier remplacèrent les hélicoptères. Les marteaux battaient la mesure d'une liberté en reconstruction. Les habitants ne se demandaient plus quand la paix viendrait, mais comment la maintenir. Les postes de contrôle étaient désormais tenus par des civils en uniforme, agriculteurs et enseignants revenus protéger leur village. La peur reculait, remplacée par un devoir tranquille. Cette mutation psychologique, les observateurs l'appelèrent le basculement invisible. Ce n'était pas une victoire militaire, mais une victoire d'identité. Le drapeau ne flottait plus par habitude, il flottait par conviction. Et dans ce mi-temps du récit, la nation avait déjà franchi la moitié du chemin, du combat à la reconstruction, de la survie à la souveraineté. Les mois qui suivirent la contre-offensive révélèrent l'ampleur réelle du changement. Dans tout le pays, les effets se faisaient sentir à 4 niveaux précis: nation, économie, société et région. La première conséquence fut administrative. L'État, longtemps replié sur la capitale, redevenait visible sur le terrain. Des préfets furent redéployés dans les zones reconquises, les tribunaux mobiles réactivés, les services civils, santé, éducation, agriculture reprenaient dans leurs fonctions. Le gouvernement ne se résumait plus à un sigle sur papier, mais à une présence concrète. Ibrahim Traoré insista sur ce point. Un État ne vaut que là où il respire. Et désormais, le Burkina Faso respirait jusqu'aux confins du Sahel. Les coopératives ouvraient à nouveau, soutenues par le programme Bouclier dans le ciel, Racines sous le sol. 5 structures pilotes, coton, noix de cajou, or, agriculture vivrière et transformation, employaient plus de 3000 travailleurs. Les flux commerciaux internes reprenaient. Les exportations locales, encore modestes, montraient des signes d'autonomie.
Les premiers produits estampillés Made in Burkina Faso apparurent sur les marchés régionaux. Le FMI s'étonna du redressement fiscal, une hausse de 14% des recettes en 2 trimestres, due non à l'endettement, mais à la production. La réouverture des écoles transforma la perception du conflit. Près de 40 établissements fonctionnaient à nouveau dans les zones jadis classées rouges. Les enseignants redevenus sentinelles incarnaient la reconstruction. Les marchés refleurissaient, les cérémonies collectives revenaient. La population retrouvait un ancrage psychologique, celui de la routine. Les médias communautaires parlaient de paix par l'habitude, et dans les villages, les habitants reprenaient un mot oublié. Demain, les voisins observaient. Au Mali, en Guinée, au Niger, des délégations étudièrent le modèle burkinabé. Les alliances du Sahel, jugées fragiles 1 an plus tôt, gagnaient une cohésion nouvelle. Les routes transfrontalières, jadis zone grise, s'ouvraient sous escorte mixte. L'impact dépassait les frontières, la stabilité burkinabé devenait un argument de politique régionale. Même les chancelleries occidentales, prudentes, notaient une différence entre les rapports et le terrain. Le pays tenait. Ce faisceau de résultats n'effaçait pas les blessures, mais dessinait un horizon crédible. Et dans chaque progrès, discret ou mesurable, se lisait la même idée. La souveraineté, pour être durable, doit produire des effets visibles. Ibrahim Traoré l'avait résumé sans emphase. Un drapeau n'existe que s'il change la vie de ceux qu'il couvre. À l'horizon d'1 an, 3 trajectoires se dessinaient en fiente clairement dans les cercles de planification du gouvernement. Elles furent présentées par Ibrahim Traoré lui-même lors d'un conseil à Ouagadougou sous la formule simple « base, espoir, tempête ». Le pays maintiendrait la reconquête, lente mais stable. Les zones tenues resteraient sous contrôle, les routes principales ouvertes, la production locale poursuivie. Les exportations agricoles augmenteraient de 10%, la dépendance énergétique reculerait légèrement. Le risque principal, l'essoufflement administratif. Sans renfort ni ressources, la bureaucratie pourrait freiner la dynamique. Mais ce scénario, le plus probable, garantirait la continuité de la reconstruction. La coopération régionale se renforcerait à travers l'Alliance du Sahel. Les investissements conjoints en drones, agriculture et formation créeraient un bassin d'emploi commun. Les retours de populations déplacées s'intensifieraient, atteignant 80% d'ici 12 mois. L'économie civique prendrait le pas sur l'économie d'aide. Les signaux de stabilité attireraient un commerce intra-africain croissant. Le pays pourrait redevenir exportateur net de produits transformés. Dans ce cas, la croissance réelle dépasserait 6%, un record depuis 15 ans. Une reprise des attaques ou des sanctions extérieures pourrait fragiliser la chaîne logistique. Les prix du carburant grimperaient, les chantiers ralentiraient, la population, fatiguée, exigerait des résultats immédiats. La cohésion civilo-militaire serait alors mise à l'épreuve, mais même ce scénario sombre n'impliquerait pas un effondrement total. La base populaire du projet resterait solide. En conclusion, le gouvernement choisit de penser le futur comme une équation ouverte. Traoré formula la synthèse. Si la souveraineté est un risque, c'est celui de notre génération. Entre précaution et ambition, le Burkina Faso avança avec une lucidité rare. Faire de chaque mois une preuve que l'autonomie peut être mesurée, non rêvée. Les visages racontaient désormais mieux que les chiffres. Dans les villages du Sahel, une femme puisait l'eau d'un puits reconstruit, le regard levé vers un ciel qu'elle n'avait plus maudit depuis des mois. Dans une salle de classe remise en état, un instituteur écrivait à la craie les premiers mots de l'année. « Liberté commence ici ». Ces images simples valaient plus que les rapports officiels. Ibrahim Traoré avait demandé que la reconstruction reste visible et humaine. Que chaque marteau serve aussi à apprendre, disait-il. Ainsi, les chantiers devenaient écoles, les marchés renaissants, des lieux de dialogue. Les jeunes volontaires formaient les anciens à la mécanique des pompes, les soldats enseignaient la topographie aux enfants. C'était une pédagogie du courage partagé. Pour les citadins, le changement se voyait autrement. Les coupures de courant s'espaciaient, les bus reprenaient leurs itinéraires, la nuit redevenait vivable. Dans les cafés, on parlait moins de peur et plus d'avenir. Les artistes peignaient sur les murs de Ouagadougou des fresques aux couleurs du drapeau. Leur message, la dignité n'a pas besoin de permission. Au-delà des statistiques, c'est la confiance collective qui remontait. Le peuple burkinabé, fatigué mais debout,
découvrait qu'il pouvait participer à son propre redressement. Et pour ceux qui regardaient de loin, diplomates, journalistes, étrangers curieux, le pays montrait qu'une souveraineté vécue vaut mieux qu'une indépendance proclamée. La reconstruction n'était plus un programme, mais une émotion publique. Et dans chaque regard croisé, on pouvait lire la même certitude. Le futur, cette fois, ne viendrait pas d'ailleurs. La reconstruction pour Ibrahim Traoré n'était pas une fin, mais une méthode. 5 étapes claires furent définies, chacune mesurable, chacune confiée à un acteur précis. Sécurisée pour rebâtir. Les forces mixtes, armées, VDP, ingénieurs civils, travaillant par zone de 30 km, garantissant que toute reconstruction s'accompagne d'une couverture défensive. La sécurité devient un préalable, non un résultat. Formés pour durer. Des centres techniques mobiles forment chaque mois 200 jeunes à la maintenance, à la mécanique et à la gestion agricole. L'objectif est de remplacer l'aide extérieure par des compétences internes. Produire pour stabiliser. Les coopératives locales reçoivent un appui en machines et en semences. Chaque tonne de production nationale doit compenser une tonne d'importation. C'est la première équation de souveraineté, évaluer et ajuster. Un comité civil militaire collecte les données. Routes rouvertes, puits actifs, écoles en service. Les résultats sont affichés publiquement dans chaque commune. Transparence contre résignation. Relier et inspirer. Les médias communautaires diffusent les réussites locales traduites en plusieurs langues nationales. L'objectif, faire de la reconstruction une contagion d'exemples. Ce plan, conçu à partir du terrain, lie la discipline militaire à l'intelligence populaire. Chaque étape répond à une phrase simple que Ibrahim Traoré répète souvent. Si chacun rebâtit son mètre carré, la nation tiendra entière. Ainsi, la feuille de route du Burkina Faso n'est pas un rêve de papier, mais un chantier ouvert, où chaque clou planté mesure la foi d'un peuple. Au crépuscule de Tenko, la lumière glissait sur la poussière dorée, révélant les visages marqués par le travail plus que par la guerre. Près d'un puits reconstruit, le même instituteur qu'au début du récit déposait ses outils. Il leva les yeux vers le drapeau effiloché et murmura « Nous ne bâtissons pas des murs, nous plantons l'avenir ». Cette phrase, reprise à la radio locale, devint le refrain silencieux du pays. Ibrahim Traoré, debout sous le vent, observa la scène sans mots. Autour de lui, les volontaires se rassemblaient, couverts de poussière et de fatigue. Ce n'était pas un discours qu'il leur offrait, mais une présence, celle d'un homme convaincu que la grandeur d'une nation se mesure à la constance de ses gestes, non à la hauteur de ses promesses. Les marteaux cessaient de frapper. Le silence prenait le relais. Mais c'était un silence habité, dense, plein de souffle. Le Burkina Faso ne cherchait plus la gloire, il retrouvait son âme. Et dans ce moment suspendu, une conviction demeura. Le courage, lorsqu'il est partagé, devient une forme de prière. Le drapeau, usé mais vivant, se remit à battre. L'histoire du Burkina Faso, racontée dans la poussière et la lumière, ne se termine pas avec un point final. Elle continue dans chaque chantier, chaque école, chaque champ reverdit. Ibrahim Traoré le dit souvent, ce que nous faisons ici n'appartient pas qu'à nous. Parce qu'au-delà des frontières, d'autres peuples cherchent la même chose, le droit de se tenir debout sans permission. Ce récit n'est pas une célébration, mais une invitation. Une invitation à regarder autrement la souveraineté, non comme une posture, mais comme une pratique quotidienne. À apprendre de ce peuple qui, malgré la fatigue, choisit encore de construire. À croire qu'entre les mains nues et la terre rouge peut naître un avenir commun. Si vous croyez en la justice, partagez cette histoire. Si vous croyez encore en la liberté, laissez le drapeau se lever une fois de plus. Non pour l'image, ni pour la gloire, mais pour cette vérité tranquille. Quand un peuple décide de rester debout, aucune tempête ne peut le renverser.